Nous vous informons que cette vidéo a été sponsorisée par le fabricant du produit présenté. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Sachez cependant que le test a été réalisé comme d'habitude, sans contrainte et en toute impartialité. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut les makers, Crazy Doob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte ensemble de cette petite merveille de technologie qui est la Sidewinder X1 de chez Artillery 3D. Et j'ai dit sans bégayer. J'ai présenté pas mal d'imprimantes sur la chaîne. Là on va être sur un modèle vraiment que je considère totalement à part. Tant elle a davantage de petites astuces, de petites améliorations qui font d'elle vraiment un modèle vraiment intéressant. On est toujours sur un format type CR10, CR10 V2, on est sur du 300-300 par 400 de hauteur, plateau chauffant, et puis tête extrudeur type Titan, donc avec un direct drive. Donc ça c'est un petit plus, on a de plus en plus des imprimantes qui sont en type Bowden, donc avec le système d'extrusion déporté et juste la tête chauffante sur le chariot, ce qui rend en fait l'impression des matériaux type carbone, pierre, flexible, un peu compliqué. Je vous l'avais présenté il y a un petit peu de temps quand j'ai fait la vidéo sur les fils imprimantes 3D. On arrive à faire quelque chose, mais on est obligé de tricher un petit peu au niveau du slicer et on n'a pas toujours un résultat nickel. Là voilà, on est sur un extrudeur Titan et en direct drive. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut en tout cas pour ce type de matériaux. On a un plateau chauffant qui est redoutable d'efficacité. Pour vous donner un ordre d'idée, je me suis amusé à le chronométrer. Je suis passé de 0 à 90 degrés en 40 secondes. C'est véridique. Voilà, j'ai une pièce qui est à 22 degrés. Voilà, en moins d'une minute, vous atteignez 90 degrés de température plateau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a quelque chose que je ne connaissais pas, qui existe sur d'autres imprimantes. Certains vont me dire oui, oui, on connaît. Moi, je ne connaissais pas. Plateau chauffant, 220 volts. Voilà, donc ça dépote. Clairement, ça dépote. Donc ça permet peut-être d'ailleurs de travailler des matériaux type ABS sans boîtier fermé. Attention, vous travaillez dans une pièce ventilée, pas une pièce de vie. Voilà, hein, je parle juste au niveau des températures pour le warping, hein, pour éviter que la pièce se décolle et vienne s'incurver. On a un grand écran tactile qui est juste ici, donc écran couleur, super complet, très facile à utiliser avec des petits pictogrammes, super agréable. On a un système de passe-câble à nappe, donc ça j'avoue que je sais pas encore, j'ai pas suffisamment de recul pour savoir ce que ça va donner dans le temps. C'est super propre, voilà, il n'y a pas un câble qui pendouille, c'est voilà, je trouve ça très pratique, très joli. À savoir que la marque met à disposition dans le carton un jeu de nappe supplémentaire. Donc c'est rassurant et en même temps inquiétant. Donc je sais pas s'ils mettent ça juste au cas où ou si c'est vraiment une pièce d'usure. Après, en termes de positionnement et de longueur, etc., à aucun moment la nappe n'est contrainte. Donc j'attends de voir, je saurais vous dire d'ici quelques mois. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Qui est super esthétique. On n'a pas un câble qui pendouille. Même voilà, tous les câbles pour l'extrudeur, etc. Habituellement, on a toujours une grosse gaine qui passe. Là, voilà, c'est super propre. Au niveau des butées fin de course, pareil, je disais, c'était un petit peu innovant. On est sur de la butée à induction, en fait. Donc, en fait, on a des petits capteurs qui sont juste ici. Donc, voilà, c'est pareil, c'est très précis. C'est plus précis qu'un capteur mécanique, hein, ça, faut le savoir. Même si voilà, sur X et Y la précision était un petit peu moins importante, l'important c'est surtout sur l'axe Z. Mais voilà, je trouve que c'est un bel effort. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de silencieux, on n'a pas le petit clic, voilà, pour ceux qui adorent ça. Au niveau électronique, on voit qu'on a des petites cartes dédiées, spécifiques, voilà, en gros pour transformer la nappe en connecteur XH. Donc pour accorder le moteur, etc. On va avoir un double guidage sur Z, c'est-à-dire deux moteurs pas à pas, et qui vont être en plus ici derrière avec deux poulies et une courroie qui vont être synchronisés. Donc deux moteurs, et en plus ces deux moteurs sont synchronisés pour être sûr qu'il n'y ait pas d'affaissement d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est en option chez tous les concurrents. Voilà, là d'office c'est intégré. Je vais avoir aussi une petite option que je trouve juste géniale,
le port USB en plus de la carte micro SD. Voilà, ça c'est con, hein, mais voilà, c'est vraiment la petite chose de base. Une clé USB, c'est tellement plus pratique à brancher, débrancher qu'une carte SD. Voilà, ça vous permet de stocker quelques fichiers récurrents que vous imprimez régulièrement. Et puis voilà, pour les petits fichiers entre deux, bah, vous pouvez utiliser la clé USB. Donc ça, c'est super bien. Le port USB également, hein, classique pour le raccordement. L'alimentation, la carte de contrôle et toute l'électronique seront enfermées dans la base de la machine qui est constituée en fait d'une tôle pliée, hein, tout simplement. Donc elle est complètement fermée, donc c'est bien protégé. Il y a une ventilation qui est quand même super silencieuse. Voilà, rien à voir avec la CR10V2. C'est vraiment pour moi le gros avantage parce que moi l'imprimante malheureusement tourne le plus souvent dans la maison et la nuit. Donc la CR10V2 c'est juste pas possible, c'est pas très loin de la chambre. Donc rien que les ventilateurs, c'est juste une catastrophe quand ça tourne toute la nuit. Je fais pas des nuits blanches non plus, mais c'est quand même super gênant. La machine est également équipée d'un détecteur de fin de filament, donc avec reprise d'impression suite à panne électrique ou justement fin de filament. Donc ça c'est devenu un standard, mais voilà, c'est important pour moi de le souligner. Et puis voilà, il faut prendre la machine dans l'ensemble et se dire que la machine a quand même un design super sympa. Et le tout pour un tarif qui est dans les prix de la CR10V2. Donc selon moi elle est beaucoup plus équipée. Je pense qu'en termes de coût de fabrication on doit être au-dessus de la CR10V2 parce qu'on a quand même des éléments plus poussés, de l'électronique plus poussée et voilà des fonctionnalités super avancées. Enfin, je suis vraiment amoureux de cette machine. Voilà, je connaissais absolument pas la marque, je connaissais pas du tout la marque. Ils m'ont proposé de la tester. J'ai hésité un petit peu parce que elle faisait un petit peu cheap en photo en tout cas. C'est une machine super robuste. Voilà, je suis vraiment amoureux de cette machine. Concernant le fonctionnement de la machine, on va avoir un menu, comme je disais, qui est super intuitif. Donc on va pouvoir ici, par exemple, mettre en route le chauffage, donc toujours avec des petits pictogrammes. Ici, on va pouvoir extruder un petit peu de matière. Ici, piloter la machine, donc la faire bouger sur les différents axes. Donc sur X ou Y, bien sûr, en choisissant le pas de mouvement. On va pouvoir faire une mise à zéro des axes, donc avec hop. Donc chaque axe séparé ou tous les axes en même temps. Voilà. On va pouvoir également faire une mise à niveau plateau. Donc là, c'est un petit peu dommage. On est sur une mise à niveau manuelle. Par contre, on est quand même avec une mise à niveau manuelle, mais avec possibilité de placer électroniquement en fait les points de mise à niveau. C'est-à-dire voilà, en fait sur l'écran, j'ai possibilité de choisir l'endroit où je vais faire ma mise à niveau plateau. Donc voilà, la machine vient s'y positionner. Voilà, et du coup, je peux venir avec mes petites molettes. Là, en l'occurrence, ma mise à niveau n'était pas forcément très bonne. Voilà, donc une, la seconde va venir ici. Donc là, je suis un peu serré, donc je vais desserrer légèrement. Voilà. Donc c'est le même système que pour les autres imprimantes, hormis le fait que la machine va se positionner automatiquement au niveau des points. C'est un peu dommage parce que un petit bel touch, ça aurait pas été un luxe. Voilà, comme pour la CR10V2. Après, j'ai vu qu'il est possible de l'intégrer. Il faut reflasher le firmware, etc. C'est envisageable, à savoir que la carte en plus, la MKS Gen L de mémoire, elle est équipée des sorties, enfin des entrées qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc la mise à niveau plateau est faite. Possibilité de changer de filament en cours de route également. Donc ça c'est plutôt sympa quand on veut faire du multicouleur. On a un petit éclairage en fait. Donc on le voit hein, en cours d'impression, donc on éteint du blanc, du rouge, du hover. On va pouvoir imprimer un petit fichier test que j'avais créé pour le tuto Fusion 360 sur l'impression de la petite platine en carbone avec les petits entretoises en caoutchouc. Donc platine, en tout cas un filament flexible. Voilà, hop. Donc la machine est déjà chaude parce que j'ai déjà fait des essais d'impression du petit fichier cube qui est fourni dans la carte SD d'origine. Sauf que le fichier est mal foutu. En fait, on commence à imprimer en hauteur 0,3, donc il n'y a aucune accroche au plateau. Voilà, donc là j'ai un petit essuyage de la buse. Alors,
Que dire de l'accroche? Je vais desserrer légèrement le plateau pour être un peu plus proche. Voilà. Donc on entend la machine fonctionner. Et en termes de bruit, bah, c'est juste génial, hein. Je pense qu'on peut pas réellement rêver mieux. Juste l'extrudeur qui est un peu plus bruyant qu'à Bowden. On l'entend siffloter. Mais surtout quand il y a une rétractation rapide en fait, hein. Voilà, la pièce est imprimée. Hop. On va pouvoir tenter de la décoller. Alors le plateau est encore un peu chaud. Mais bon, on peut y arriver. Voilà, bon après rien d'exceptionnel, hein, une impression 3D qui fonctionne. Voilà. Hop. Une belle qualité, par contre on a pour ainsi dire pas de ghosting sur l'extérieur. Les lignes droites sont bien nettes. Donc à savoir que la pièce, donc celle-ci a déjà été imprimée en carbone. On a quelque chose de top. Donc rien à voir avec la vidéo que j'ai fait, avec le résultat que j'avais vu dans la vidéo de présentation du filament de fil imprimante 3D, où j'avais imprimé ça sur la CR10. Là on a quelque chose, pourtant la même épaisseur, mais vachement solide en fait, hein. Donc le problème était vraiment la méthode d'impression, hein. Il n'y a pas à chier, de toute façon il faut, on sait, hein, il faut du direct drive, hein, pour le carbone. Pareil pour le caoutchouc, puisque là on a des petits inserts en caoutchouc ici, enfin en TPU 89A, donc en filament souple, donc était imprimé en deux parties puis recollé dessus. Voilà, donc ça peut faire soit des pièces de modélisme, des petits supports de caméra, des choses comme ça pour les drones, châssis de drone. Voilà, en termes de résistance, là on fait un drone avec, hein, sans aucun problème. Donc les petits caoutchoucs sont là avec. Mon avis sur la machine, il sera, comme vous en doutez, très positif. C'est clairement une des meilleures machines que j'ai eues entre les mains. Je vous dis une des meilleures et non pas la meilleure. Pour une raison toute simple et toute bête, la plupart des autres machines que j'ai essayées utilisent en grande partie des pièces standards, entre guillemets, en grande partie, hein, j'ai dit. Là, on est quand même sur beaucoup de petites pièces électroniques dédiées constructeurs. Donc que ce soit les nappes, que ce soit les cartes de contrôle, que ce soit le plateau chauffant d'ailleurs qui ne peut pas s'enlever. On n'a pas de build-tac amovible, donc jusque là j'ai toujours bien décollé mes pièces. Sauf que si demain j'ai un problème avec mon lit chauffant qui se déforme ou quoi que ce soit, je ne peux pas le changer. Les vis, en fait les plots vissés sont collés sur la vitre. Voilà, ce sont des petites choses un petit peu embêtantes. On va retrouver également une petite faiblesse selon moi au niveau du... alors je sais pas si on va bien le voir. Au niveau du capteur, du détecteur de fin de filament, il est fixé sur une petite rotule. Je trouve ça un petit peu cheap. Voilà, ça pendouille un peu. Le système de déroulant de filament, il n'est pas terrible non plus. Parce que voilà, en termes de réglage, quand on utilise des rouleaux de différentes largeurs, ça oblige à passer à chaque fois avec une clé Allen, c'est pas génial. Voilà, au niveau de la réparabilité, pour moi, c'est un vrai problème. Même si voilà, ça n'en retire en rien que c'est une machine, je l'ai qualifiée même de formidable. Elle est précise, efficace, enfin voilà, c'est une machine qui fait vraiment le job. Et voilà, je suis toujours un petit peu inquiet concernant les réparations possibles. Si vous avez des questions, des commentaires sur la machine, j'imagine qu'il y en aura, vous laissez ça juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je rappelle toujours que vous pouvez nous soutenir également sur la petite page dédiée du site internet. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.